Je réponds à l'aimable invitation d'Alain Scada. Nous devions faire une conférence ensemble le 21 novembre, mais en raison du confinement, eh bien, les choses sont tombées à l'eau. J'avais aussi d'autres conférences prévues dans l'ouest de la France en particulier. Là aussi, c'est tombé à l'eau. Donc, l'objectif de cette présentation, de cette vidéo, c'est faire un rappel ou une présentation de un de mes tout derniers livres, c'est Sionisme et mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, qui est le tome 3. Le tome 3 de, je vais faire mon marchand, je suis désolé, mais compte tenu que BFM ne le fait pas. Le deuxième, l'Atlas, donc Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, qui est le tome 2. Alors, ces livres-là ont été réimprimés. Et l'Atlas du mondialisme, qui est le tome 1, là aux éditions Culture et Racines, qui est parti très vite. Il a été réimprimé, il a été très vite vendu. Et il doit être réimprimé et à nouveau disponible. Alors, à partir du 15 décembre, disons deuxième quinzaine de décembre, si le système ne met pas de coq en jambe, enfin bon, bref. Bon. Alors, en fait, ces livres sont liés parce que, aux conditions ubuesques dans laquelle nous vivons, les mots sont anciens, il y a une logique, les causes sont profondes et on oublie les causes. C'est Bossuet qui disait Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire qu'on voit les effets, mais on n'arrive jamais, on ne veut pas connaître les causes profondes. Alors, l'objectif de ce petit topo, c'est de présenter les causes profondes, l'évolution, en ne disant pas tout évidemment, et puis faire un bilan, et puis esquisser aussi, voir un peu ce que l'avenir nous réserve en mal, mais aussi en bien, parce que certes, la situation elle est guère réjouissante en cette fin d'année 2020, mais la roue tourne. Il ne faut jamais oublier ça, la roue tourne. Le grappin, pour reprendre l'expression du Saint Curé d'Ars, n'aura jamais le dernier mot. Bon, alors, donc ce topo va être, je vais d'abord commencer par évoquer un personnage très moderne, même s'il est mort en 1904, c'est Theodor Herzl. Et je terminerai aussi par quelques remarques sur mon tout dernier livre, qui est un livre revu et complété, qui est Chronique du mondialisme 2010-2020, avec de très longues conclusions, avec de nombreux ajouts, de nombreux annexes. Bien. Theodor Herzl est à connaître en cette fin d'année 2020, malgré l'histoire du Covid, parce que le mondialisme, tout ça c'est lié. Comment dire, Theodor Herzl, c'est un juif autrichien, 1860-1904, qui est né dans l'Empire austro-hongrois, milieu aisé, et il va faire des études de droit, devenir docteur en droit, et ensuite journaliste dans la plus grande, enfin en tout cas un journal autrichien viennois prestigieux qui était Die Neue Freie Presse. Il va se marier en 1889 avec Julina Schauer. Le mariage est un échec complet et ce mariage, malgré son échec, va quand même aboutir à 3 enfants, à donner naissance à 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et il faut savoir que ce couple, qui est un couple raté, va malgré tout avoir une influence terrible sur le sionisme, car Theodor Herzl, c'est celui qui a lancé le sionisme, cet idéal de créer un foyer juif en Palestine. Alors, il faut savoir que le mot sionisme a été inventé en fait par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Et pourquoi ce couple a joué un grand rôle dans le lancement du sionisme? Pour une raison toute simple, en raison de l'échec de ce mariage, Theodor Herzl a cherché, comme on dit, un exutoire, une véritable épouse, et on peut dire que la cause sioniste a été son épouse. Donc, sa femme, finalement, ne le comblait pas. Et il est vrai aussi que sa femme est rapidement devenue folle. Elle est morte d'ailleurs 3 ans après lui, hystérique, dans un hôpital viennois. Et il faut savoir aussi que les 3 enfants qui sont nés de ce couple sont tous morts de drogue, de folie et de suicide. Famille anéantie. La famille Herzl a été anéantie par la folie, les drogues et les suicides. Et c'est révélateur. Même l'unique petit-fils, Stephen Theodor Herzl, s'est suicidé en 1946. Et donc, il faut savoir que donc, cette idée de sionisme que j'évoque dans ce livre, Sionisme et mondialisme, est partie d'un couple psychologiquement désaxé.
le sionisme, c'est cette volonté de créer, à la fin du 19e siècle, un foyer juif en Palestine, à l'époque, qui est une Palestine dans le cadre de l'Empire ottoman. Et Herzl ne fait que reprendre un idéal ancien, car depuis 2000 ans, vous avez eu de nombreux représentants juifs à vouloir reconquérir cette terre. Alors vous avez dans ces milieux juifs des factions qui s'opposent. Il ne faut surtout pas voir le monde juif comme un bloc monolithique. Ce sont des factions en lutte violente entre certaines factions qui veulent conquérir et en tout cas retrouver cette terre d'Israël uniquement par la propre volonté humaine, et puis ceux qui disent que seule une intervention divine peut déblayer le terrain et donner le droit aux Juifs d'avoir leur terre en Israël. Et donc pendant 2000 ans, ces différentes factions juives se sont battues, se sont vraiment, quand je dis battues au sens concret du terme, avec des rivalités terribles. Et Theodor Herzl représente cette faction juive qui estime que l'homme peut, par sa volonté, recréer l'État d'Israël. Et d'ailleurs, il a eu énormément de mal, puisque lorsqu'il a voulu organiser son premier congrès à Bâle en 1897, eh bien, il faut savoir qu'à l'origine, ce premier congrès n'aurait pas dû avoir lieu à Bâle, en Suisse, mais en Allemagne, à Munich. Et les rabbins de Munich étaient tellement scandalisés de voir ces représentants juifs avec à leur tête Theodor Herzl vouloir fonder un État juif uniquement par la volonté humaine, qu'il y eut un véritable tir de barrage de la part de ces rabbins bavarois et d'Allemagne pour empêcher donc Herzl d'organiser en Allemagne ce congrès. Et donc il a dû se rabattre en Suisse à Bâle, et d'ailleurs c'est un juif suisse d'origine polonaise qui s'appelait Farbenstein qui a trouvé ce siège, enfin cette ville, Bâle, pour ce congrès. Quand même, il y a une chose à creuser, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Il faut savoir que, outre donc la réunion plusieurs fois de suite du congrès juif à Bâle en Suisse, il faut savoir que Bâle, c'est aussi le siège de la BRI, la Banque des règlements internationaux. Y a-t-il une relation entre les deux? Je ne sais pas, mais c'est à souligner. C'est à souligner que ces deux événements sont, comme par hasard, liés dans la même ville. Bien. Ce fameux congrès de Bâle, le premier congrès de Bâle de 1897, est extraordinaire, car j'ai pu trouver les remarques profondes de la part de Theodor Herzl grâce à la publication de ses carnets complets. Herzl a écrit près de 1600 pages de 1895, année où il a démarré, jusqu'en 1904, l'année de sa mort. Et j'ai pu retrouver ces carnets complets, en faire une sorte de super note de synthèse, et ça a été l'œuvre, la première partie de mon travail, dans la première partie donc de mon livre Sionisme et mondialisme. Et lors de ce premier congrès à Bâle, en 1897, il écrit ceci donc dans sa carnet: à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Il écrit ça en 1897. Ce n'est pas 50 ans, mais 51 ans après, vous avez la création de l'État juif. Et il faut donc reconnaître de la part de Theodor Herzl un aspect visionnaire. Et dans ce livre, j'ai publié la page en allemand où il écrit, je mets ça, c'est où il écrit In Basel habe ich den Judenstaat gegründet, etc. C'est l'original, publié en l'annexe 4, et tout ça traduit en français. Donc, bien montrer que Herzl va lancer un mouvement qui ne va pas s'arrêter à sa mort en 1904, et les événements de la Première Guerre mondiale vont lui permettre de manière posthume, d'accomplir, en tout cas d'atteindre une première marche. Alors, il faut savoir déjà du temps de Herzl, ce dernier joue entre les ambitions allemandes et anglaises. Le monde anglais qui est le monde thalassocratique, c'est-à-dire la puissance des mers, et côté allemand, la puissance terrestre. Et ces deux empires veulent contrôler tout le Moyen-Orient,
via en particulier cette fameuse voie ferrée, le Bagdad-Bahn, qui est cette voie ferrée qui partait de Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, les Balkans, la Serbie et l'Empire ottoman. Et Herzl va tenter d'attirer à lui l'Allemagne et demander donc de créer un foyer juif en Palestine sous la direction de Berlin. Mais il va jongler aussi avec le monde britannique, puisqu'il va tenter d'avoir les Anglais de son côté. Et toute la période fin 19e, début 20e siècle de la part de Herzl, c'est de jongler entre Berlin et Londres pour essayer d'avoir la caution d'un empire permettant la mise sur pied d'un foyer juif en Palestine, future création de l'État juif. Et finalement, la Première Guerre mondiale, c'est le dénouement d'une certaine manière, puisque vous allez avoir une véritable bataille au point que, en 1917, c'est l'Empire britannique qui reconnaît, enfin plus exactement le gouvernement britannique, qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine dans le cadre de la déclaration Balfour. Et il faut savoir que cette déclaration Balfour n'a pas été rédigée par James Arthur Balfour, mais par Alfred Milner, qui était un très haut fonctionnaire britannique, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, celui qui a créé l'État juif, l'État sud-africain, la Zambie, enfin Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Zambie, Zimbabwe, et qui a été aussi à l'origine de la création de l'entreprise diamantaire de Beers. Tout ça sous l'égide des Rothschild. Et donc 1917, c'est une année décisive puisque c'est la reconnaissance d'un foyer juif, là, sous la coupe britannique. Et dans mon autre livre, donc Archives du mondélisme, là, le tome 2, j'ai publié les documents en allemand du ministère das Auswärtige Amt, le ministère des Affaires étrangères allemand, qui voulait lui aussi reconnaître et mettre en place un foyer juif en Palestine, là, sous la direction de Berlin. Et donc, on voit bien qu'une bagarre entre ces deux mondes. Et finalement, c'est le monde britannique qui va gagner à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et c'est si vrai puisque l'Organisation sioniste mondiale, qui avait son siège à Berlin avant la guerre de 14, en 1920, le siège de l'Organisation sioniste mondiale passe de Berlin à Londres. Donc on a vraiment les Anglais qui ont pris la main. L'entre-deux-guerres, vous avez la République de Weimar, vous avez la crise de 29 et vous avez ensuite l'arrivée d'Hitler en janvier 1933. Et les nazis vont lancer une politique de coopération avec la Fédération sioniste allemande pour mettre sur pied un projet qui est peu connu parce qu'il est politiquement dérangeant, qui est le fameux accord à Havara en août 1933. Havara, c'est transfert en hébreu, permettant le transfert de juifs germanophones formés aux techniques agricoles, artisanales et horticoles et munis d'un certificat de ces juifs germanophones envoyés en Palestine. Mais tout ça dans le cadre de moyens financiers, avec le gel des avoirs juifs, etc. Et ce qui m'a surtout sidéré, c'est qu'on dit toujours que c'est les nazis qui ont lancé le projet. C'est faux. Ceux qui ont lancé le projet en premier, ce sont les responsables de la République de Weimar au début des années 30. Et les nazis n'ont fait que reprendre et amplifier un principe déjà énoncé dans le cadre de la République de Weimar. Et donc cette politique va permettre de nourrir littéralement la Palestine d'un flux de travailleurs juifs germanophones formés aux techniques agricoles, artisanales, et vous allez avoir environ 80 000 juifs formés à ces techniques et qui vont constituer d'une certaine manière le socle de la toute jeune économie israélienne lors de la création de l'État hébreu en 1948. Et cette véritable collaboration, parce qu'il faut dire le mot, entre les nazis et les sionistes a perduré jusqu'en avril 1941. Et cette collaboration était malgré tout émaillée de tensions, de rivalités, de dissensions, mais elle a tenu jusqu'en avril 1941. Et cette collaboration entre nazis et sionistes a été scellée en 1934 par la frappe d'une médaille commémorative par Goebbels, qui était donc le ministre de la Propagande, et pour donc sceller cette alliance germano-sioniste entre nazis et sionistes. Et j'ai mis cette médaille recto verso sur la couverture du livre, où vous avez recto verso d'un côté un nazi se rend en Palestine avec l'étoile de David, et puis de l'autre côté vous avez la croix gammée avec la formule « et le raconte
dans l'Angriff. L'Angriff, c'était le journal de propagande de Goebbels. Et cette médaille qui a été frappée en 1934, en fait, c'était pour couronner une visite, enfin de nombreuses visites de responsables SS, en particulier un certain Tuchler, avec le représentant sioniste Mittelstein, le représentant SS, pardon, Mittelstein, le représentant sioniste Tuchler, qui avait fait donc des visites en Palestine pour visiter les endroits peuplement juifs dans le cadre du sionisme. Et ce Mittelstein, ce SS Mittelstein, de retour en Allemagne, avait écrit plusieurs articles dans la revue d'Angriff, et tout ça, ça avait été donc couronné par la frappe de cette médaille commémorative. Alors, il va de soi que j'ai mis l'adresse qui permet de pouvoir commander cette pièce, cette médaille plus exactement, et j'ai mis ça dans le livre, parce qu'après tout, il ne suffit pas uniquement de présenter une pièce ou une médaille de ce style, il faut aussi prouver son existence. Donc en fait, c'est un centre numismatique américain qui vend des pièces françaises, anglaises, allemandes, italiennes, etc., de toutes les époques. Donc il suffit de consulter. Pour ceux qui veulent payer et acheter aux enchères cette médaille, ils peuvent le faire. Alors je tiens à préciser un petit élément, et je crois que je ne l'ai jamais dit, en tout cas en conférence ou en vidéo, c'est que ce site numismatique qui présente différentes pièces et médailles présente une chose très intéressante. Les pièces de monnaie sont toujours révélatrices d'un courant de pensée, d'une photo. Alors, par exemple, dans le cas allemand, vous avez des pièces monnaie donc, de l'époque du Saint-Empire romain germanique, avec des pièces du 15e, 16e, 17e siècle, du royaume de Bavière, de Saxe, etc. Vous avez des pièces monnaie du Deuxième Reich, des pièces monnaie évidemment République de Weimar, du nazisme, de la République fédérale d'Allemagne, enfin de l'Allemagne de l'Ouest, puis ensuite de l'Allemagne unifiée, et puis des pièces de monnaie aussi de l'Allemagne démocratique, la DDR, la RDA, l'Allemagne communiste. Vous avez, concernant l'Allemagne nazie, toute la présentation des pièces de monnaie. En 1933, les nazis ont frappé une pièce de monnaie, je crois une pièce de 5 Reichsmark, à l'effigie de Martin Luther, le fondateur donc, de la réforme luthérienne, pour le 450e anniversaire de sa naissance, 1483-1933. Donc les nazis ont rendu hommage à Martin Luther. Et quand vous allez consulter les pièces de monnaie de ce site numismatique pour la République démocratique allemande, c'est-à-dire l'Allemagne communiste, eh bien, en 1983, l'Allemagne de l'Est, communiste, a frappé une pièce de monnaie, je ne sais plus, de 2 ou 3 marques est-allemand, pour célébrer le 500e anniversaire de la naissance de Luther. Donc c'est intéressant de voir que les nazis, comme les communistes, ont rendu hommage au même personnage, le réformateur Martin Luther. C'est intéressant de voir la marque idéologique et les racines communes à deux mondes apparemment si opposés. Bon. La Seconde Guerre mondiale, c'est pas la peine d'en parler, mais c'était une bascule, et la bascule qui a permis la prééminence du monde anglo-saxon et des tentatives de mettre en place une monnaie mondiale. Voyez-vous, vous avez eu ce qu'on appelait les accords de Bretton Woods, 1944, et vous avez eu une bagarre entre le représentant anglais, représentant anglais qui était Keynes, représentant de la City de Londres, face au représentant américain Dexter White. Keynes voulait la mise en place, avec donc en arrière-fond de la City de Londres, d'une monnaie mondiale qu'il appelait le Bancor. Et la chose ne s'est pas faite parce que les États-Unis, en leur personne de Dexter White, ne voulaient pas cela et ils ont imposé le dollar comme monnaie de référence. À cela aussi s'ajoutait le fait que la Russie soviétique de Staline, représentant quand même un gros morceau à l'échelle planétaire, et puis le fait de ses victoires sur l'Allemagne nazie, il faut quand même jamais oublier que l'élément moteur de la défaite de l'Allemagne nazie ne sont pas les anglo-saxons, c'est la Russie soviétique qui a joué un rôle déterminant dans la défaite d'Hitler. Bon. Donc le fait que Staline ne rentre pas dans ce jeu de monnaie mondiale, il n'y a eu que cette monnaie dollar de référence. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous avez la création de l'État d'Israël en 1948, et là, eh bien, c'est la victoire posthume
de Theodor Herzl, lui qui avait dit en 1897 que la création de cet État d'Israël se ferait dans 50 ans sûrement. Ben là, ce n'est pas 50 ans, c'est 51 ans plus tard, création de l'État d'Israël. Et Herzl avait demandé d'être enterré en terre d'Israël après la création de cet État. Et donc, quand j'ai lu ces carnets, il le dit de manière très, très nette, mais il y a aussi cet élément qui n'est évidemment pas répété et divulgué dans les médias officiels, en raison des bagarres internes entre juifs pro-sionistes, anti-sionistes, ceux qui sont laïcs, ceux qui sont religieux, enfin vous avez toutes les combinaisons possibles et imaginables. Herzl était en butte à pas mal de ces factions juives, et il en avait tellement assez qu'il nourrissait à l'égard de certains de ses compatriotes une colère que, ma foi, on pourrait comprendre. Et suite à sa demande dans ses carnets d'être enterré en terre d'Israël après la création de cet État, il avait écrit de manière ironique dans ses carnets qu'il avait trouvé l'épitaphe qu'il voudrait qu'on mette sur sa tombe. Et donc, quand sa tombe a été, enfin son cercueil a été rapatrié en Israël, donc suite au souhait de Herzl, les autorités sionistes de cette époque se sont bien gardées de mettre l'épitaphe que Herzl souhaitait qu'on mette sur sa tombe. Et la phrase, elle est assez assassine, c'est « Il avait une trop bonne opinion des Juifs ». Pour vous dire le léger ressentiment qu'il nourrissait à l'égard de ses compatriotes. Donc la création de l'État d'Israël en 1948 va amener immédiatement à des guerres avec le monde arabe, il y en a eu plein. D'ailleurs, dès la création de l'État d'Israël en 1948, puis il y en a eu d'autres, la guerre des 6 jours, etc., etc. Tant que le monde était coupé en deux entre le monde dit libre, je dis un libre avec des guillemets parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était une liberté bien ficelée, et le monde communiste, il y avait, comment dire, une situation assez gelée. La chute du mur de Berlin en 1989, l'effondrement de l'Union soviétique, création idéologique à l'origine, 1917, et qui a été une création d'origine juive. Ça, on a la confirmation dans les écrits du grand écrivain russe Solzhenitsyn, il faut lire les 2 siècles ensemble, où il montre bien que 80% des révolutionnaires bolcheviques en 1917 étaient juifs, et Theodor Herzl, dans ses carnets, le confirme aussi. Donc la disparition de l'Union soviétique en 1990-91, c'est la disparition d'un empire idéologique et qui va permettre, comment dire, le passage à une étape supérieure dans le cadre du mondialisme. Alors ce mondialisme, il est ancien. J'ai eu l'occasion parfois de dire que le mondialisme a véritablement commencé au XVIe siècle avec la Renaissance et le protestantisme. Et puis il y a eu des accélérations, le protestantisme, maçonnerie, 1789, puis Vatican II, etc. Bon. Et la création de l'État aussi américain en 1776, qui est une création idéologique maçonnique. Tous les pères fondateurs, George Washington, etc., sont maçons. Donc la disparition de l'Empire soviétique, création idéologique en 90-91, est une étape vers le mondialisme. Cette étape avait déjà été énoncée quelques années auparavant dans la revue The Economist, qui en 1988, en janvier 1988, avait annoncé la mise en place d'une monnaie mondiale. Alors, je vais montrer la thèse mondialisme aux éditions Culture et Racines. Ça, c'est la 4e impression. J'ai fait un simple ajout, mais je tiens à le montrer. C'est la couverture des économistes de janvier 88 avec la fameuse couverture avec, soyez prêts pour la monnaie mondiale, avec le phénix. Et au pied du phénix, de cet oiseau, vous avez des dollars, des marks et des yens qui brûlent. Et en fait, c'est annoncé l'effondrement du système né en 1944 avec les accords de Bretton Woods. Donc, on a l'annonce, les signes avant-coureurs d'une bascule. La première bascule, disparition de l'Union soviétique. Et toujours dans la même revue The Economist, qui, je rappelle, est une revue des Rothschild, vous avez eu en septembre 1990 la proposition d'une organisation planétaire, d'une gouvernance mondiale. Donc, je rappelle The Economist, septembre 1990, avec des blocs régionaux
qui s'appelle, alors ça c'est dans Archimondialisme, qui s'appelle Euro-America. Vous avez une partie de l'Europe adossée, accolée même via l'Angleterre à l'Amérique du Nord. Vous avez Confuciania pour la Chine, Hinduland pour l'Inde, Confuciana donc la Chine, Islamistan pour le monde musulman, etc. Et vous avez une présentation de cartes planétaires qui, alors évidemment qu'il ne faut pas prendre à la lettre parce qu'il peut y avoir des modifications, mais qui montrent déjà, sachant que cette carte date de 1990, une volonté de créer une gouvernance mondiale. Bon, l'Union soviétique a disparu, il reste une autre création idéologique à faire disparaître, qui s'appelle les États-Unis. Les États-Unis, c'est une création idéologique maçonnique 1776. Et là, actuellement, on vit une époque extraordinaire, car vous avez des soubresauts au sein de l'État profond américain et qui montrent que ce pays est en train de se disloquer. Alors, à quelle vitesse cela va se faire, aucune idée, mais vous avez véritablement une bascule, parce que la finalité serait de faire disparaître les États-Unis, comme ça a été le cas pour la création idéologique et la Russie, pour passer à une étape supérieure. Alors, une chose qu'il faut voir dans le cas américain, c'est qu'il y a non pas un État profond, mais deux États profonds. Ce qu'on ne sait pas en France, c'est que le monde anglo-saxon est divisé entre un courant mondialiste où on détruit les nations, on détruit les États, et un autre courant anglo-saxon et une branche patriote américaine qui défend l'intégrité du territoire américain et le respect de ses intérêts financiers et économiques. Mais que les États-Unis fassent partie de cette gouvernance mondiale. Parce que, en fait, dans les deux courants, vous avez la volonté d'une gouvernance mondiale où on fracasse tout, on mélange tout, on dissout, c'est la volonté de la City de Londres. Et puis vous avez la branche américaine, enfin une faction de la branche américaine, qui est la branche anglo-saxonne patriote, qui souhaite que les États-Unis ne soient pas la colonne vertébrale de ce monde unifié, mais que ce soit un des piliers, mais un pilier important, de la gouvernance mondiale. Et cette branche-là a été pour la première fois présentée, plus exactement, elle s'est manifestée en 1830, enfin à partir de 1829 pour être précis, avec le président Andrew Jackson, qui a été président aux États-Unis de 1829 à 1837. Et Andrew Jackson était protestant et il était franc-maçon. Il était grand maître de la Grande Loge de Tennessee en 1822. Vous allez sur le site du site maçonnique américain Grande Lodge Tennessee et vous avez, outre les dirigeants actuels, tout l'aspect historique et vous verrez toute la liste des grands maîtres. En 1822, donc, vous aviez Andrew Jackson. Et donc, Andrew Jackson, arrivé au pouvoir en 1829, va être en bagarre contre une autre faction du monde anglo-saxon maçonnique, incarnée par la City de Londres, qui voulait créer une banque aux États-Unis, mais une banque indépendante du pouvoir politique et économique et politique américain, et que cette banque, gérée par des instances privées, soit responsable seule de l'émission monétaire. Et Andrew Jackson et la faction qui était derrière lui de l'État profond patriote américain ne le voulaient pas. Il voulait une banque, certes, mais sous contrôle du politique. Et donc, vous avez une guerre entre ces deux factions, une guerre très violente, puisque Andrew Jackson a failli être assassiné 2 fois. Et finalement, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a réussi à avoir le dernier mot. Et il a pu empêcher donc la mise en place de cette banque indépendante qui finalement ne verra le jour qu'en 1913 avec la création de la Fed. Donc, Andrew Jackson représentait la faction maçonnique protestante patriote du monde américain en guerre contre une autre branche maçonnique mondialiste incarnée par la City de Londres. Et en fait, dans les années 1830, vous avez eu, entre ces deux mondes, une bagarre au sein de la matrice mondialiste. Il n'y avait pas un gentil, il n'y avait pas un méchant, c'était une bagarre entre deux conceptions maçonniques et spirituelles même du monde. Bon. Et donc, je tiens à préciser aussi que la guerre de sécession a été une tentative de la part de la City de Londres de casser l'État américain qui a failli effectivement être divisé. Et puis la victoire de Lincoln
à arrêter les choses. Bon. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on voit actuellement avec Trump face à Biden, c'est la répétition de cette bagarre déjà incarnée et représentée par Andrew Jackson. Je tiens à rappeler que Donald Trump a dans son bureau à la Maison-Blanche le portrait d'Andrew Jackson, ce qui n'est pas l'effet du hasard. Vous avez une bagarre entre une partie de l'État profond américain, qui veut défendre les intérêts financiers, économiques et l'intégrité territoriale du territoire américain, face à une autre faction oligarchique incarnée par les Obama, les Clinton, les Bush, etc., les Biden, qui, eux, ils souhaitent dissoudre cet État américain dans une direction mondiale beaucoup plus diluée, en tout cas un amoindrissement fort de l'État américain. Donc vous avez une bagarre entre les deux, mais il ne faut pas croire que même si Trump dit des choses tout à fait justes, que c'est les gentils face aux méchants. Trump, je ne sais pas si les francs-maçons, je n'ai absolument aucune preuve, je n'ai jamais pu voir cela. En tout cas, il est protestant, il est lié à certains courants juifs, ne serait-ce que par sa famille, son gendre, Kushner, mais pour arriver là où il est arrivé, ne serait-ce que dans le domaine professionnel et ensuite à la Maison-Blanche, il a malgré tout une tonne d'esprit qui correspond à l'acte fondateur de la création des États-Unis en 1776. Alors je tiens quand même à rappeler quand même des choses qui sont agaçantes peut-être pour certains, mais il faut le dire, c'est l'aspect des vaccins. Trump a contribué à la mise en place des vaccins. Vous avez entre autres un décret qui a été signé par le président Trump le 19 septembre 1999 concernant la mise en place de vaccins vaccins antigrippaux, et la Covid en plus. Et pour cela, il suffit d'aller sur le site de la Maison-Blanche, vous tapez White House, vous tapez les premiers mots, Modernizing Influenza, vous mettez 2019 et vous allez tomber sur le décret signé par Trump, donc je rappelle 19 septembre 2019, pour tout ce qui est favoriser la création de vaccins antigrippaux. C'était le marchepied annonçant ce qui allait suivre et qui s'est bien accéléré d'ailleurs, puisque vous avez eu quelques mois plus tard le lancement au mois de mai 2000 sous la direction de Donald Trump du Warp Speed, Warp, W-A-R-P, Speed, vitesse en anglais, qui est tout simplement le lancement, grâce à la signature de Donald Trump, de la mise en place pour janvier 2021 de 300 millions de doses de vaccins pour vacciner les Américains contre la Covid. Donc, pour quelqu'un qui s'oppose au mondialisme, disons qu'il s'oppose à une frange du mondialisme, mais on ne peut pas dire qu'il se soit opposé à Big Pharma en ce domaine. C'est quand même à souligner. Alors, je tiens à préciser que ce vaccin, vous avez eu différents types de vaccins, Moderna, Pfizer, etc. Sputnik, du côté russe, est présenté, Sputnik 5, pour être précis, présenté par Poutine. Il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est qu'il faut être sur le reculoir concernant ce vaccin. Normalement, un vaccin, il faut des années pour le préparer. Là, en l'espace de quelques mois, on nous présente un remède miracle avec des annonces publicitaires et aucune étude scientifique montrant la fiabilité de ce vaccin, étude étalée en temps normal sur plusieurs années. Bon, donc il y a déjà une réserve à avoir. Quand je dis réserve, le mot est faible. Il y a aussi le fait qu'il faut être très prudent concernant ces vaccins, puisque ça a été promu entre autres par Gates, la fondation Bill et Melinda Gates, en lien avec la Johns Hopkins Center, en lien avec la fondation Rockefeller, en lien avec Microsoft, tout ça aussi en lien dans un cadre numérique, c'est-à-dire de traçage numérique, via en particulier la 5G, parce que le problème dans ces vaccins, c'est la présence de nanoparticules qui, injectées dans le corps, pourront savoir si vous êtes vacciné ou pas, grâce à un smartphone. Et la chose est archi-officielle, il faut arrêter avec les délires complotistes, inventions, etc. Non, la chose est officielle. Vous avez même le journal Le Monde
qui a présenté un article montrant qu'on pouvait injecter des nanoparticules dans le corps et que c'était détecté par smartphone. Et tout ça sous l'égide de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc on voit bien que les choses se présentent, si je puis dire, dans la bonne voie pour eux. Donc bien comprendre que ce vaccin-là, c'est pour, comment dire, favoriser le traçage des populations. Vous savez, c'est comme les viandes au supermarché. On connaît le traçage de la viande, où la viande a été abattue, etc., jusqu'au consommateur. Ben là, nous sommes les steaks hachés sur deux pattes, puisqu'on saura si on a été vacciné ou pas. Et les répercussions se feront immédiatement sentir, puisque vous aurez des contraintes. Quand il s'appelle Macron, le président Macron, l'agent du système, a annoncé récemment qu'il n'y aurait pas de vaccin obligatoire. Bon, ça, il ne faut pas le croire, dans ce sens qu'il y aura ce que j'appelle des chemins de traverse qui feront que vous serez obligé d'être vacciné pour voyager, l'avion, le train, question d'embauche professionnelle. Si vous êtes professeur, que vous êtes confronté à des centaines d'étudiants, on vous dira qu'il vaut mieux être vacciné. Enfin bref, vous aurez des pressions latérales qui vous obligeront à être vacciné. Et puis les personnes qui refuseront d'être vaccinées, eh bien, seront bannies de la société. Vous savez, le coût de la présence des nanoparticules, c'est pour mieux contrôler les populations. Et puis, c'est, je crois, le docteur Fouché qui disait que le grand spécialiste des nanoparticules, qui s'appelle Thomas Matt, je crois que c'est M-A-T-E, n'était même pas sûr de la fiabilité et du sérieux, enfin, du côté respect de la santé des nanoparticules. Alors, si ces personnes-là qui sont chargées de traiter ces sujets ô combien délicats sont même pas sûres de leurs produits, je ne vous dis pas les conséquences. Donc, en fait, on a une volonté de favoriser une bascule, passage d'un monde à un autre. Voyez-vous, on a eu deux étapes clés, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et je rajoute une troisième un peu particulière parce qu'elle ne s'est pas faite dans le sang, c'est 1989-1990 avec la chute du mur de Berlin. Là, on est dans la quatrième étape, qui est l'étape pour finaliser la gouvernance mondiale, avec la volonté de créer une gouvernance mondiale et une monnaie mondiale. Alors, dans cette histoire, et c'est le problème, il faut que les différentes factions oligarchiques américaines, elles-mêmes subdivisées entre patriotes et antipatriotes, mais les élites aussi russes, chinoises, allemandes, israéliennes, turques, etc., s'entendent dans la répartition des zones d'intérêt, respect de chacun. Donc on voit qu'il y a une bagarre interne, mais il y a quand même, on voit qu'il y a une volonté vraiment coûte que coûte d'aboutir à cette idée de gouvernance mondiale. Et je vais vous donner un exemple. Et je vous enverrai le lien pour pouvoir illustrer la vidéo. Vous avez dans le cas du FMI une réunion annuelle qui est la réunion Richard Goode, G2ODE. Richard Goode, il est mort maintenant, c'était un fiscaliste financier américain qui travaillait dans le cadre du FMI. Et suite à sa mort, on a donné son nom à ces réunions annuelles, les réunions Richard Goode. Et vous avez la réunion je crois que c'est la sixième, la réunion Richard Goode du 4 décembre 2020, qui est dans peu de temps, qui se fait sous l'égide de la patronne du FMI, qui s'appelle Kristalina Georgieva, et d'une autre personne qui est un économiste turco-américain, qui s'appelle Davon Savitoglu, un nom de ce style-là. Davon Savitoglu. Bon. Très intéressant le CV de ce personnage, de cet économiste qui travaille au MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, et qui a fait son doctorat d'économie dans l'Institut mondialiste par excellence, qui est la London School of Economics, qui a été créé en 1895 par la société Fabienne, la Fabienne Society, avec Sidney Webb, etc., les fondateurs, Sidney et Beatrice Webb, et dont l'objectif, c'est un monde unifié, un monde métissé, mélangé, avec une fusion du capitalisme et du socialisme, une sorte de socialisme de marché. Et
cet économiste turco-américain a fait ses études à la London School of Economics, qui est imprégné de cet idéal. Donc on voit qu'il y a une volonté de favoriser ce genre de choses. Et pourquoi je vous dis ça? Tout à l'heure, je vous ai montré la couverture des économistes avec l'oiseau phénix, donc revue des économistes de janvier 1988. Eh bien, quand on regarde l'annonce de la réunion, la 6e réunion Richard Good, cette réunion est illustrée par le virus du Covid-19 qui éclate, et de ce virus Covid-19 qui éclate, il y a un oiseau phénix qui apparaît avec des données numériques sur ses ailes. Et donc, on a l'illustration du Covid, qui est ce que j'appelle l'allume-gaz pour passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire que cette histoire de Covid qui bouleverse les économies mondiales avec les répercussions politiques, économiques, sanitaires, etc., correspond à cette formule de ce diplomate français Charles-Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. C'est-à-dire que ça crée un tel trouble qui est fortement accentué par une volonté de faire peur, que ça va permettre de justifier en tout cas le passage d'un monde ancien à un nouveau monde, un monde unifié, régi par des lois communes et une monnaie mondiale. Et c'est intéressant de voir que cette réunion, dans le cadre du FMI, donc le truc bien officiel, avec la présence de sa directrice, Kristalina Georgieva, cette réunion se fait sous l'égide d'un oiseau fluorescent qui a tout la silhouette du phénix et qui naît du Covid-19. Et cet oiseau correspond exactement au phénix de la revue Covid-19. Alors, bon, en guise de conclusion, je dirais qu'on est sur le point de bascule. Point de bascule qui est que ce Covid donc, est un outil en faveur de la gouvernance mondiale, avec des problèmes aussi au Proche-Orient, car il y a une volonté, j'ai commencé tout à l'heure mes propos avec Theodor Herzl, il y a une volonté de la part de l'État d'Israël d'imposer ses vues dans toute cette zone. Vous avez eu récemment la visite impromptue, absolument incroyable, de Netanyahou, le Premier ministre israélien, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où accompagné du responsable du Mossad, il est allé dans une zone de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Néon ou Néon, qui est une zone futuriste qui a été lancée par les représentants saoudiens. Certains craignent une bagarre avec l'Iran. Il est vrai que l'assassinat du haut responsable iranien pour le nucléaire, on peut se poser des questions. Tout ça, ça bouillonne. Le sionisme est un messianisme déguisé. Et un des grands spécialistes du Talmud, de la Kabbale et indirectement du sionisme, c'est ce spécialiste israélien qui s'appelait Gershom Scholem. Et il disait que pour aboutir à une gouvernance mondiale selon l'idéal talmudo-kabbalistique, il fallait des malheurs, ce qu'il appelle les souffrances de l'enfantement, ou bien dans un autre terme, les convulsions messianiques. Convulsions messianiques, c'est-à-dire qu'il faut des événements douloureux, crise économique, génocide, épidémie, des désordres en tout genre, pour passer d'un monde ancien à un autre. Et là, actuellement, cette fin d'année 2020, on est dans un concentré où tout déraille, les économies mondiales déraillent, la peur s'installe, volonté de nous infliger un vaccin trafiqué, nanoparticules, tout ce que vous voulez, qui pourrait être suivi grâce au smartphone, grâce au réseau de la 5G. Donc on sera tracé comme des animaux d'abattoir. Ce qui se passe au Proche-Orient, enfin bref, il y a l'embarras du choix. Et c'est ça qui est terrible, j'ai toujours du mal à terminer, dans ce sens que je cherche quand même un élément positif. Disons que on va aller vers une bascule terrible. On s'y rapproche maintenant à grand galop. Il y a quand même une chose à laquelle je crois, et la providence existe. Ce à quoi nous assistons, ce à quoi nous voyons se développer, c'est finalement la bête. Et je rappelle que Macron, il y a quelques mois de ça, lors d'un entretien, un journal anglais,
a dit que la bête arrivait. Je ne me souviens plus exactement de sa formule, mais bon. On assiste vraiment à une volonté d'instaurer un système, pour moi, que j'appelle d'essence satanique. Quand on est croyant, on ne peut pas croire en sa réussite. On peut croire à sa victoire pour des batailles, oui, mais victoire définitive, non. Donc, nous devons nous former en sachant aussi qu'à un moment donné, il va falloir se battre, et quand je dis se battre, avec des armes, parce que tôt ou tard, le monde dans lequel on vit, ça va se terminer en guerre civile. Ce qui se passe aux États-Unis, où il y a une bagarre à mort, peu importe celui qui remporte cette histoire, que ce soit Trump ou Biden, en sachant qu'il y a eu effectivement des fraudes et des choses pas nettes, ça laissera des traces, et qu'il y a, comment dire, ça bouillonne aux États-Unis, que peu importe le vainqueur, que ce soit Trump ou Biden, tôt ou tard, les États-Unis basculeront dans la guerre civile avec d'indéniables répercussions économiques, financières. Wall Street, je ne vous dis pas, montée en flèche de l'or et de l'argent, enfin bref, et répercussions chez nous. Bon, on voit bien, de tout bout, il y a la marmite. Bon, je crois que, on va passer à 5 quarts d'heure, mais je crois en la providence, et qu'il faudra se battre et lutter pour notre vie et se dire que la France, je dis toujours que la France a un rôle particulier à jouer. La France, je le rappelle, est née du baptême de Clovis. Elle se relèvera, comme l'Église qui a été éclipsée, et là aussi quand je dis ce mot éclipsé, la formule n'est pas de moi, et une éclipse par définition c'est temporaire. Je crois la providence, mais c'est à nous, en attendant le petit coup de pouce de la providence, de tout faire, chacun dans son style, pour être le grain de sable permettant à la machine mondialiste satanique de se bloquer et de s'écrouler. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je pense que je rajouterai beaucoup de courage pour ceux qui nous attendent. Je vous dirai à titre personnel, je suis inquiet, mais le mot est faible quand on voit ce qui se prépare. La roue tourne, ne jamais l'oublier, et le mal n'aura pas le dernier mot. Voilà. Merci pour ces paroles rassurantes.